ça, c'est ce qui a porté un coup de grâce à notre projet Van Life. Je vais tout vous expliquer et tout vous montrer sans aucune censure. Mais d'abord, un peu de contexte. 3 semaines après avoir quitté la France à bord de notre fidèle van Balthazar, on arrivait en Grèce pour que Mathias puisse passer du temps avec sa copine et pour fêter la nouvelle année avec mes parents. On arrivait l'esprit plutôt léger, on voyait la Grèce comme des vacances dans les vacances en quelque sorte. Enfin voilà quoi, c'est un pays très populaire, très touristique et du coup on a considéré le bon déroulé de notre séjour sur place comme un acquis, et ça avant même de passer la frontière. On s'était installé sur cette petite plage et faut dire ce qui est... Ça fait plaisir la van life des fois. Je pense que là on expérimente vraiment la van life vu que j'ai pris ma première douche dans le van. Et ce sera la dernière. Là très honnêtement, je galère comme un chien à écrire ce script. Je suis tiraillé entre en faire des caisses pour le drame et le storytelling ou essayer de me replonger dans l'état d'esprit relax que j'avais au moment où on tourne ces images. Dans les deux cas, ça sonne faux, donc je vais te le décrire comme je le vois maintenant. J'aime bien prendre le ferry. Ouais, surtout quand ça coûte 15 balles de moins que... Ouais, mais tu te rends compte, 21 € pour ça? Oui, bon, c'est un point extraordinaire, mais... Ouais, mais là, c'est 6,50 € pour un ferry extraordinaire. Moi, je préfère ça. Hein. J'ai bon souvenir de cette traversée du golfe de Corinthe. Au voyage et à nos futurs débuts en Asie. Et joyeux Noël à tous et à mes cheveux dégueulasses. Allez. Ah, vous avez vu ça, le dîner de Noël Grace Lidl, sponsorisez-nous. J'ai aussi un bon souvenir de ce réveillon de Noël dans cet hôtel de Patras. Mais quand je revois ces deux gars là, ces deux naïfs, ces deux cons, ces deux nous d'il y a quelques mois là, j'ai envie de les sauver en les convainquant de mettre juste 10 balles dans un parking surveillé. Et putain, j'ai aussi envie de les baffer pour qu'ils arrêtent de se croire invincibles. Mais comme l'a dit Youssoufa, la vie est un apprentissage qui ne finit jamais, et comme en scientologie, certaines leçons coûtent vraiment très cher. Là on se retrouve le 25 décembre, jour de Noël, et on était tout contents d'arriver à Athènes parce que mes parents arrivaient le 26 pour passer les fêtes avec nous. Et comme tout s'était bien passé, que j'avais trouvé un hôtel à 2 pas du leur, on était super optimistes d'arriver là. Là on se gare donc dans le quartier où Yann était censé résider pendant la semaine avec ses parents. On se gare là tout content et on regarde autour de nous et on se dit merde, c'est quoi ce quartier quoi? Il y a des toxicos, on n'a jamais vu ça de notre vie, des mecs qui se piquaient dans la rue, cuillère de crack dans la main, enfin c'est n'importe quoi. Donc l'endroit où c'est garé, c'est l'endroit qui était affiché sur Booking comme étant l'adresse de mon hôtel. Enfin c'était un appartement, pas vraiment un hôtel, un genre de Airbnb. Et pour récupérer les clés, il fallait que j'aille au Golden City Hotel, un hôtel qui était à 100 mètres de là, qui servait en gros de réception au propriétaire de l'appartement. Dans cet hôtel, on me dit que mon appartement a un problème de plomberie et que du coup le propriétaire me payait l'hôtel à la place de l'appartement. Moi j'étais tout content, cet hôtel était plus cher que l'appartement que j'avais réservé et c'était un petit peu plus confortable, tout ça. Et j'ai demandé pour garer le van, ils m'ont dit ouais garez-vous dans la rue, c'est gratuit, c'est safe, tout va bien. Moi tout content, je retourne dire ça à Mathias et du coup on est allé se garer ailleurs. Donc là moi, Yann revient vers moi qui me dit que je peux me garer devant l'hôtel, je prends le van, hop, je me gare dans la rue juste à côté quoi. Et puis on se regarde, on se dit là le quartier il est vraiment pas safe, viens on va se garer juste légèrement devant sous la caméra de sécurité avec la lumière qui éclaire le van. On s'est dit bon là, s'il y a un voleur, le mec il est grillé à 10 000 km quoi. Ouais, comme Mathias l'a dit, on se sentait en sécurité, on était en pleine lumière, il y avait le gardien, il y avait les caméras, on s'est dit bon, au pire si quelqu'un essaie de porter atteinte au véhicule, il y a quelqu'un qui va sortir de l'hôtel et va lui dire d'arrêter ou il va appeler les flics quoi. Bon et là moi à la base je devais aller faire de la van life et pas vraiment dormir dans un hôtel, mais ce soir-là je me sentais pas trop en sécurité, je me suis dit je vais pas dormir dans le van, je vais aussi me prendre une nuit d'hôtel à 10 minutes de là quoi. Donc là on se sépare, Yann il prend ses affaires pour la semaine et moi comme je comptais aller rester en van, j'ai laissé tous mes affaires à l'intérieur, pratiquement tout. J'ai sorti du coup mon sac, mon appareil photo, mon ordi et tout pour la soirée quoi. Et ce dont on se doutait pas encore, c'est qu'on avait vu le gars qui allait nous pourrir le séjour, qui rôdait autour du van depuis le début, qu'on a même entendu dire oh les Bourbistan quand il est passé à côté du van, et les images qui vont suivre vont parler d'elles-mêmes. 21h13. On a déjà la première présence bizarre autour du van. Ce type est resté postiche et immobile devant pendant une longue minute à scruter les alentours. Il a pas franchement l'air d'avoir que des idées bienveillantes, mais c'est la seule fois qu'il apparaîtra à l'image ce soir-là. 23h26, on retrouve notre protagoniste principal qui commence à faire du repérage, collé à la vitre comme un rat devant un paquet de chips, à chercher ce qu'il allait voler. Et comme à chaque fois qu'il s'approchera de l'hôtel, il finira par faire une ronde autour pour vérifier que personne ne l'ait vu. Minuit 16, il est de retour, on le revoit rôder près des fenêtres.
Il devient de plus en plus insistant et essaie de forcer l'ouverture de la porte. Il n'y arrivera pas et repart faire sa ronde pour vérifier qu'il n'a pas été entendu. 2h13. Le résidu de capote percée est à nouveau là et continue de lorgner l'habitacle du van. On voit sa sale gueule de cafard contrarié que cette fois, il est bien décidé à rentrer dans le véhicule. Comme il n'a pas réussi à forcer la porte tout à l'heure, il va commencer à mettre de violents coups de pied dans la fenêtre pour la casser. 1 coup, 2 coups, 3 coups et toujours pas moyen d'entrer. Entre-temps, on le voit inquiet comme un kleps abandonné alors qu'il est en pleine lumière sous les caméras de surveillance de l'hôtel. Il a fini par emballer une pierre dans un sac plastique et il cogne 2 fois la fenêtre avec, avant de refaire sa fameuse ronde pour s'assurer de n'avoir été ni vu ni entendu. C'est là qu'on comprend que ces caméras ne servent foutrement à rien. Malheureusement pour nous, le 3e coup de pierre sera le bon. Il a maintenant accès à la cellule du van. À 2h25, après s'être assuré d'être seul, il nous vole nos premières affaires. On le voit partir avec ma valise et le sac à dos de Mathias. Il recommence à faire les 400 pas pour être bien sûr d'être seul. 2h32, ça va commencer à s'aggraver considérablement. Il parvient à s'infiltrer à l'intérieur du van à travers la fenêtre qui vient de casser. Et là, la scène est juste lunaire. Il va passer près de 20 longues minutes à l'intérieur, à fouiller, tout retourner, laisser des traces de cigarettes sur nos meubles, à déchirer nos têtes d'oreiller. En gros, il faisait l'inventaire de tout ce qu'il allait pouvoir voler et saccager. Le quartier d'Omonia à Athènes est un véritable trou à merde. Et si tu te demandes ce que les flics font, en fait déjà ils aiment rigoler et fumer des clopes devant le comico, mais sinon ils se contentent de compartimenter un maximum de problèmes dans le quartier pour en éviter la prolifération, à défaut de les régler. Les cassos et les toxicos sont parqués ici et n'en sortent quasiment pas. C'est la stratégie de la poussière sous le tapis en somme. À la fin de son long séjour dans la cellule, on le voit partir avec le drone de Mathias et ma casquette. Après ça, il fait une énième ronde et me vole mon ukulélé. On se demande bien ce qu'il va pouvoir en foutre. Ce qui est sûr, c'est que moi j'en ferai plus jamais rien. Et ces images où on le voit partir, ce sera les toutes dernières images que notre dashcam filmera de lui. 3h39. Ce qu'on savait pas encore à ce moment-là, c'est que le premier voleur avait laissé la porte ouverte en partant. Du coup, une demi-heure plus tard, ce type, qui m'a tout l'air d'être un des nombreux craquettes du quartier, en a profité pour continuer à nous dépouiller. Il vole l'échelle, va savoir ce qu'il va foutre avec. Il prend les lunettes de soleil de vue de Mathias, une fois de plus, on se demande bien pourquoi. Il s'introduit dans l'habitacle, il scrute le sol et fouille la boîte à gants pour récupérer les restes. Il ferme la porte, et ce sera la dernière fois qu'on le verra. Et si certains auraient l'idée de justifier leurs actes par la misère, sachez que le frigo, qui a été plein, n'a pas été touché. Ces types, c'est pas des miséreux, c'est juste des ordures. Le matin, après le petit déjeuner, je suis descendu de la chambre et du coup, j'ai découvert ce que vous voyez actuellement. Et à l'arrière, c'est là qu'il y a tous les dégâts. On voit là le verre par terre. Il a pété la vitre avec cette pierre là dans le sac plastique. Et il a foutu un boxon pas possible. Enfin, ils peuvent pas se contenter juste de voler. Genre, ils cassent tout. C'est vraiment des saloperies, quoi. J'étais un peu sous le choc, j'ai appelé Mathias. Je suis tout de suite allé à l'accueil demander quelles étaient les procédures à suivre et ils m'ont dit de partir voir la police. Évidemment. Il nous a volé le drone, 3/4 de tous nos vêtements. Moi, j'ai eu la chance de ramener la plupart des miens dans ma chambre d'hôtel. Ce truc que je ne fais jamais, c'était de la pure chance. Donc, la vitre est défoncée. On est allé au commissariat, on a demandé ce qu'on pouvait faire. Ils nous ont envoyés vers la police du tourisme. Le flic du tourisme nous a dit « Vous avez la gueule du voleur, c'est bien. On fera rien avec. Ces gens-là sont protégés. Vous pouvez le retrouver, vous pouvez nous le ramener, il ira pas en prison. Par contre, si vous lui pétez la gueule, vous irez en prison. » Donc on est sur ce genre de justice. Et en gros, du coup, on a rempli juste une déclaration de perte de biens. Et si jamais ils retrouvaient quelque chose, qui a environ 0% de chance d'arriver, ils nous renverront tout à la maison via l'ambassade, donc j'imagine par valise diplomatique. Ça n'arrivera pas, non, on se fait pas de... Dans tous les cas, c'est craignos, c'est craignos. Joyeux Noël.
Donc là, on est un peu désemparés, on rentre à l'hôtel, on s'est dit bon bah là, qu'est-ce qu'on fait? Liane commence à discuter avec la dame de l'hôtel, on lui dit qu'on avait les images et tout, la police a rien voulu entendre. Elle a dit ah vous avez les images, donc vous avez la tête du voleur? On fait oui on a les images. Et elle dit bah montrez-les-nous, peut-être qu'on pourra savoir qui c'est. Donc on montre les images et là le gardien il regarde d'un œil, il me fait je le connais lui. Il dit comment ça vous le connaissez? Il fait oui c'est du coup là on apprend que c'est un gitan et qu'il dit que c'est un gars qui rôde aux alentours de l'hôtel. Donc il a dit qu'il allait nous aider. Donc on est reparti aux flics avec lui. Là avec un grec on s'est dit peut-être qu'il y a moyen que ça fasse avancer la chose et la police a dit exactement la même chose et nous a envoyé nous faire paître. Ouais. Avec l'interdiction de faire la justice nous-mêmes, évidemment. Ils ne la font pas, on n'a pas le droit de la faire non plus. Sachant que pendant que les parents de Yann étaient là, moi je suis allé une fois entre l'hôtel de Yann et ses parents, parce que du coup j'ai dormi dans l'hôtel de Yann. Et je vous dis pas que je le croise, moi, cette chose. Et là je le croise, désemparé, je vais pas moi tout seul face à un gars, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc j'ai eu juste le droit à le regarder droit dans les yeux et me dire « tu m'as bien eu, enculé ». Ensuite on est allé voir les flics, on leur a dit « mais le mec il se trimballe là tous les jours, qu'est-ce que vous faites ?» Ils nous disent « si vous le revoyez, appelez le 100, le numéro des flics en Grèce ». Et on l'a jamais recroisé. En gros ce que les flics nous demandaient c'était de filer le gars, vraiment de faire une filature, et d'une fois qu'on l'avait, les appeler et les mettre à jour par rapport à la position du gars. Ah oui, là il est dans la rue machin, il est dans la rue... En gros de faire un travail de flic. Et comme ce gars-là il sort surtout la nuit, avec tous les gens qui se piquent et tous les gens pas forcément très bienveillants qui se promènent dans ce quartier, c'était encore une histoire à prendre un coup de couteau. Donc on n'a rien fait parce qu'on peut rien faire et les dépositaires de l'autorité ne feront rien non plus. Pendant toute cette affaire, même si le cœur n'y était pas plus que ça, j'ai quand même profité de la présence de mes parents pour visiter la ville. La visite de l'acropole, qui abrite le célèbre Parthénon, ça accentue salement le contraste entre la civilisation prospère et dominante que la Grèce a été et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. 2000 ans d'invasions successives et de très mauvaises décisions politiques récentes sont passées par là, et ça se voit. C'est impressionnant, mais c'est triste aussi. On est passé par le port du Pirée, aujourd'hui propriété de la Chine, parce que le pognon ne pousse pas sur les mandariniers. Et chaque soir, un retour dans le quartier d'Omonia, le rappel quotidien que tant qu'on sera coincé là, ça va être compliqué de tourner la page. Symboliquement en tout cas, le passage à 2024 a fait du bien. Pour pas faire plonger Chloé, la copine de Mathias, dans nos emmerdes, et aussi pour nous, pour échapper à nos emmerdes, on est partis tous les trois dans le Péloponnèse, autour de la ville de Gitio. Yann, c'est pas ouf, hein? Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais, la seule attraction de Sparte, quoi. Tu sais, c'est toujours une statue de Léonidas de plus qu'à La Réunion. Qu'en France, que partout, en fait. On est à la mer, on est là pour manger du poisson. Et toi tu veux manger des poissons? Oui. Comme Chloé, de nature très calme, elle a vraiment apaisé la situation, et s'il restait pas tous les appels de l'assurance à gérer, franchement dit, ça aurait été quasiment parfait. Pour un rendez-vous, un sinistre. C'était franchement chouette qu'elle soit là pendant ces quelques jours. En Grèce, en quelques jours, on a été confronté à l'insécurité des pires quartiers d'Athènes, au laxisme de la police et aux délais de réparation du van qui sont sans cesse repoussés. Mais grâce au Péloponnèse, je partirai pas de la Grèce avec une si mauvaise image au final. Des côtes fabuleuses au calme olympien de ces plages désertes, en passant par la cuisine et l'ambiance méditerranéenne détendue, le succès touristique de la Grèce n'est pas fondé sur du vent. Comme les autres pays des Balkans, elle est malheureusement pas épargnée par les problèmes, et mon plus grand regret ici, c'est de ne pas les avoir pris assez au sérieux. Ce sera pas pour tout de suite, mais je reviendrai sûrement un jour. À partir de ce plan, on n'a plus rien filmé du séjour, mais ça veut pas dire que l'histoire s'arrête ici. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé.
Pendant notre séjour dans le Péloponnèse avec Mathias, d'un commun accord, on s'était mis d'accord sur le fait que la Grèce ce serait le pays le plus éloigné de la France dans lequel on se rendrait avec le van, pour des raisons que j'expliciterai dans une vidéo future. Donc notre idée c'était de rentrer sur Athènes, de faire réparer la vitre et de partir dans les Balkans visiter les 3 derniers pays qu'on n'avait pas visités proprement, à savoir le Kosovo, la Serbie et le Monténégro. Donc si vous vous souvenez bien, la vitre du van a été cassée la nuit du 25 au 26 décembre avec l'assurance et Carglass. On a réussi à obtenir un rendez-vous pour la réparer dès le 27 décembre. Nous on était ravis, tu t'imagines bien. Un jour après, déjà les problèmes résolus entre guillemets, il restait le problème du vol, mais au moins on avait une vitre neuve. Mais comme vous vous attendiez sûrement, le 27 au matin, ils m'appellent, ils me disent bon écoute, on n'a pas la vitre, il faut qu'on la commande, on vous donne un nouveau rendez-vous le 9 janvier. 9 janvier c'est quand même pas mal plus loin, mais comme Chloé, la copine de Mathias, ne partait que le 6 janvier, on s'était dit bon ça fait que 3 jours de plus à rester sur Athènes, c'est ok. On retourne sur Athènes, Chloé rentre à la maison avec l'avion, et le 9 au matin, il m'envoie un mail pour me dire ah bon, on n'a toujours pas la pièce. Là ça devient un peu inquiétant, du coup ce qu'on fait avec Mathias, c'est qu'on se rend en personne chez Carglass, qui était à 400-500 mètres de l'hôtel, et on leur dit bah qu'est-ce que vous foutez en fait, c'est quoi les problèmes, comment on peut en arriver là? Il me dit ouais bah en fait on a juste pas commandé la pièce, comptez encore 3 semaines, en admettant qu'ils la commandent le jour où ils nous disent qu'ils le font. Nous on n'avait plus aucune confiance, donc on a décidé de partir. Faut savoir que le dernier hôtel dans lequel on a séjourné, c'est notre assurance qui nous le payait, parce que en l'état actuel des choses, on pouvait pas prendre le véhicule parce que toutes nos affaires restaient vulnérables à l'intérieur, et autant en Grèce il fait beau, il fait 20 degrés, mais après quand tu remontes dans les Balkans jusqu'en France, en janvier, il fait froid et tu peux pas forcément te permettre d'avoir un van avec une vitre béante et qu'une météo pareille. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé Carglass se faire voir chez les Grecs, et on est reparti en catastrophe avec un film plastique à la place de la vitre. Enfin, c'était même pas un film plastique, c'était un sac poubelle qu'on avait scotché avec du scotch premier prix à la fenêtre, c'était vraiment un travail dégueulasse. Et on est remonté direction la France, 2700 km à parcourir. On est passé par Thessalonique, on est remonté en Macédoine du Nord, où on a passé la nuit sur un parking public en plein milieu de Skopje. Le lendemain, on a traversé la frontière au nord pour passer la Serbie, ça s'est très bien passé. Et ensuite, la Hongrie. En Hongrie, on s'attendait au passage de frontière le plus facile du monde, vu qu'on avait une plaque Schengen, UE, et qu'on revenait dans l'espace de l'Union Européenne. Sauf que ça a été de loin la frontière la plus pénible à passer, on a été traités comme des barons de la drogue, c'était phénoménal. Et le truc le plus rigolo là-dedans, c'est que si on avait eu les poches remplies de substances illicites, on serait passé à l'est parce qu'ils ont pas vérifié nos poches. On déduira ce qu'on doit en déduire, on a traversé la Hongrie en vitesse, et on s'est arrêté la nuit sur une aire d'autoroute entre 2 gros camions pour passer la nuit dans le van, et il faisait -10. La vitre ouverte, franchement c'était hyper agréable. Qu'est-ce qu'on a aimé cette nuit, waouh. Le lendemain on se lève tôt, on traverse qui nous reste d'Autriche, on repasse par l'Allemagne, et on arrive dans le nord-est où j'habite. On est rentré en France un vendredi, Mathias est reparti en région parisienne rejoindre sa copine le samedi, et le dimanche il m'annonce qu'il abandonne le road trip. Donc je peux tout à fait comprendre pourquoi. Déjà au niveau financier c'était compliqué, on n'allait pas continuer le voyage en slip. Après, dans la manière qu'on a eu d'aborder les choses, je pense qu'on a chacun voulu défendre nos intérêts, on s'est pas bien compris, mais c'est comme ça, je vais pas m'étaler sur le sujet, je suis pas là pour casser du sucre sur le dos de Mathias, ni pour m'excuser platement. Ça nous concerne, c'est un problème qu'on doit régler personnellement, et ça a rien à foutre sur YouTube. Le truc auquel je m'attendais, et pas en même temps, c'était l'annonce de Mathias comme quoi il quittait la chaîne, donc là c'est officiel. Cette vidéo, ce sera la dernière où vous verrez apparaître Mathias tout du long. Je suis à nouveau seul aux manettes sur la chaîne, comme c'était le cas pour les 8 premières vidéos. En ce qui concerne le voyage en van, c'est terminé, je repartirai pas seul, c'est beaucoup trop cher et trop compliqué de faire ça tout seul. J'en reparlerai dans la prochaine vidéo que je compte sortir dans 2 semaines, qui fera un bilan global de l'aventure, et on va parler pognon parce qu'évidemment c'est une part importante de ce genre de projet. J'ai des projets pour la suite, mais pour l'instant rien n'est fait et encore beaucoup d'incertitudes, donc j'en parle pas. J'ai pas envie de m'engager pour des choses que je ne ferai pas. Et en guise de conclusion générale, 2 choses. La première, c'est que je ne vomis pas sur la Grèce. Ce qui est sûr, c'est que le jour où je retourne en Grèce, je retournerai pas à Athènes. Ça, c'est certain. La deuxième chose encore plus importante, c'est que si toi, un jour, tu te rends à Athènes, les chances de rencontrer le type qui nous a dépouillés, elles sont pas nulles. Parce que le type rôde, il est partout, il se promène, il est libre comme l'air. L'approchez pas, quoi. Enfin, essayez pas de faire justice vous-même. De toute façon, ça vous portera toujours plus préjudice à vous qu'à lui. Faut apprendre à vivre avec, c'est
injuste, c'est laid, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est comme ça. Et en conclusion générale de chez Général, je tenais encore à remercier tous les gens qu'on a revus et ceux qu'on a rencontrés sur le chemin, en passant de Borna, Ado et Jana, à Jake, à Christophoros, Seirini, à Nicolas et Fen. C'est des gens qui ont tous participé très considérablement à la qualité de ce voyage, mais comme vous pouvez le constater, c'est bien beau de rencontrer 10 personnes géniales, il en faut qu'une seule pour tout foutre en l'air.